Bonjour et bienvenue à Distanciation sociale, l'émission spéciale des journalistes de RAD en ces temps de COVID-19, 9e épisode. Aujourd'hui à l'émission, les États-Unis suspendent leur financement de l'Organisation mondiale de la santé. On se demande, est-ce que l'OMS a bien géré cette crise? Qu'est-ce que les pandémies du passé peuvent nous apprendre sur la crise actuelle? Et on reçoit l'humoriste Arnaud Soli qui fait un tabac sur Instagram avec ses directs depuis le début de la pandémie. T'as-tu un collier, Marie-Ève? Oui, non, je sais que ça chine tout le temps mon micro. Hein. Je sais pas quoi faire pour que ça arrête de faire du bruit. Une grosse table virtuelle aujourd'hui en ce jeudi 16 avril 2020. Marie-Ève Maheu. Bonjour Olivier. Bonjour. Julien Lamoureux. Salut Oli. Salut. Et Arnaud Soli. Salut Olivier. Peux-tu refaire mon intro? Ouais. On salue. Ouais, c'était pas très bon quand tu as salué Ouais, Olivier. parce que hein. j'ai salué à 3 doigts, puis je fais jamais ça. OK. Arnaud Soli. Bonjour. Dans le personnage d'Arnaud Soli aujourd'hui, un personnage qui se fait rare ces temps-ci. Même moi, je me surprends à pas avoir de perruque ce matin. Ça fait du bien de retourner à sa racine. Bien content que tu passes l'émission avec nous, Arnaud, aujourd'hui. On va se parler dans quelques minutes, mais entre-temps, si tu as envie d'intervenir pendant les blocs de Marie-Ève ou de Julien, si tu as le goût de poser une question, lâche-toi lousse. OK. D'abord, Marie-Ève, la semaine dernière, tu nous as parlé de la ville de Victoria, en Colombie-Britannique, qui avait mis ses serres municipales à contribution pour faire pousser des semis et pour permettre à ses citoyens d'ensuite faire pousser leurs propres légumes à la maison. Le contexte de la pandémie a aussi inspiré le Jardin botanique de Montréal qui, à son tour, veut faire sa part. Oui, il y a un désir du Jardin botanique de Montréal de doubler la superficie qui est dédiée à la culture potagère. Il y avait déjà un jardin qui existait au Jardin botanique, le jardin nourricier, qui avait un rôle éducatif, on plantait des légumes, puis à la fin de la saison, tous ces légumes-là et fruits aussi étaient donnés à des organismes communautaires. Là, on veut se servir du jardin des nouveautés ornementales, normalement c'est des fleurs, et on veut planter des légumes qui, lors des récoltes, ces légumes-là seront donnés aux banques alimentaires de Montréal. En fait, c'est la mairesse de Montréal qui a contacté la direction du Jardin botanique en disant qu'il y avait cette préoccupation-là de que ça soit envoyé aux banques alimentaires vu qu'il y a beaucoup de besoins actuellement. Donc, il y a quand même des défis, là. Il y a, à la mi-mars, on a jeté tous les semis de légumes qu'on avait fait parce qu'il a fallu réduire les effectifs. On est passé de 25 horticulteurs à 4. Donc là, c'est que tout a recommencé et c'est grâce à la décision du gouvernement du Québec d'ajouter les pépinières à la liste des services essentiels. On permet maintenant aux gens de revenir travailler, mais c'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc, ça va être fait progressivement, mais quand même, il y a ce désir-là de doubler la quantité de légumes qu'on va produire cette année pour que les Montréalais puissent en bénéficier. Merci Marie-Ève. Alors, tu as fait un texte complet sur la question. Si on veut en prendre plus, le texte, on va le déposer dans les commentaires sous la vidéo. Il suffit de cliquer sur le lien. Ensuite, on peut lire le texte comme on veut. Voilà, je vais recommencer ça. C'est Arnaud qui nous intimide, moi, je Voilà, pense. lui il est en direct puis il se reprend pas. Hey, je suis en bobette en ce moment. Là. Julien, la pandémie actuelle de coronavirus t'a inspiré à revenir dans le passé, parce que la pandémie actuelle rappelle un peu l'épidémie de SRAS en 2003 parce que les deux sont partis d'un coronavirus et ça t'a poussé à revisiter l'histoire des pandémies. Exactement, ça m'a donné envie, comme tu le dis, de regarder les épidémies, les maladies, les pandémies qui sont arrivées dans le passé pour mieux comprendre ce qu'on vit en ce moment, peut-être pour relativiser, pour se rassurer des fois ou pour voir les erreurs du passé et les leçons qu'on peut en tirer. Dans cet objectif-là, en fait, rapidement, en faisant de la recherche là-dessus, je suis tombé sur les très bonnes vidéos de Laurent Turcot, qui est historien, professeur à l'Université de Québec du Québec à Trois-Rivières, que la chaîne L'Histoire nous le dira. Il a fait une très bonne vidéo, entre autres, sur la grippe espagnole de 1918. Donc, je l'ai contacté et avec son aide, et avec l'aide aussi de toute la documentation qui se trouve sur ce merveilleux outil qui est l'Internet, je suis revenu dans le passé, je me suis penché sur les maladies du passé et je suis parti en quête, dans le fond, du passé. T'es remonté jusqu'à où? Ça a commencé quand, les pandémies? Écoute, beaucoup d'historiens disent que la première pandémie, c'est la peste antonine, qui n'a aucun lien avec Antonine Maillet. C'est de la précision. Non, c'est bien avant son époque. C'était de 165 à 190 après Jésus-Christ, donc ça fait plus de 1800 ans, dans l'Empire romain. Donc, on dit peste, mais les experts en ce moment pensent que c'est probablement plus la variole et non pas la peste comme on l'a connu au Moyen Âge.
Donc, c'est important de dire que les maladies, les épidémies, les virus, les bactéries, c'est aussi vieux que l'humain. Mais le concept de pandémie, donc d'une épidémie qui est dans plusieurs lieux, un nombre critique de lieux du monde en même temps, bien, ça a pris les échanges économiques pour se produire. Donc, on pensait à l'époque que la peste antonine, c'était la colère d'un dieu, c'était divin. Aujourd'hui, on comprend mieux que c'est passé par la route de la soie, donc de l'Asie vers l'Europe, avec des marchands qui se déplaçaient vers l'Empire romain. Donc, ça montre déjà que notre compréhension de comment les maladies se propagent a évolué de l'Antiquité à maintenant. Mais on comprend pas juste mieux comment les maladies voyagent d'une région à l'autre. On comprend aussi mieux comment la médecine moderne, en fait, explique mieux comment elles se répandent au sein même d'une communauté. Faut attendre la physiologie du 19e siècle, mais plus encore la connaissance des maladies infectieuses ou encore la pasteurisation à la fin du 19e siècle avec tout le courant hygiéniste où là, on se dit la médecine a une capacité de résoudre ce genre de problème-là et on y va de manière très rationnelle. Donc, tout ça fait en sorte que les mesures de prévention qu'on a sont un petit peu meilleures que ce qu'on avait à l'époque des éclosions de peste du Moyen-Âge, évidemment. On comprend mieux comment on se prémunait contre la maladie. Tu l'as dit si souvent toi-même, on se lave les mains et on touche dans le coude. Julien, on parle beaucoup de la grippe espagnole, hein, comme la dernière grande pandémie. C'est arrivé en 1918. Est-ce que cette pandémie-là, qui est une des plus célèbres, peut nous apprendre quelque chose sur ce qui se passe à l'heure actuelle avec la COVID-19? Tout à fait. Ben, ce qui est intéressant de la grippe espagnole dans mes recherches que j'ai trouvées, là, c'est plus au niveau du côté des erreurs à ne pas répéter. On a connu des épisodes comme ça. On a fait des niaiseries. S'il vous plaît, ne refaisons pas les mêmes niaiseries d'il y a 100 ans. Donc, parmi ces niaiseries-là, ces erreurs-là à ne pas répéter, j'en ai ciblé quelques-unes. D'abord, on l'appelle la grippe espagnole, mais cette maladie-là serait née probablement, là, l'hypothèse la plus souvent entendue, c'est dans un camp de militaires au Kansas qui seraient allés en Europe pour combattre dans le cadre de la Grande Guerre de 14-18. Mais les pays qui étaient en guerre, donc la plupart des pays occidentaux, parlaient pas de la maladie. Les gouvernements censuraient l'information pour pas nuire à l'effort de guerre et les médias aussi s'auto-censuraient pour ne pas miner le moral de la population. On croyait que c'était une bonne idée de couper les informations, d'avoir moins d'infos pour pas stresser les gens. Finalement, c'était une erreur. Mais l'Espagne, elle, était neutre pendant la guerre et c'est pour ça que c'est le premier pays qui en a parlé largement et on avait l'impression, vu qu'ils en parlaient, que c'était de là que ça venait, mais finalement, c'est probablement arrivé par la France. Donc déjà, on a une preuve assez intéressante de la mauvaise information ou de filtrer l'info ou de pas en donner assez. Ça peut donner des mauvaises conceptions. Celle-là est pas trop grave. L'origine de la maladie, au final, ça sauve pas ou ça tue pas les gens. Le problème, c'est plus quand on est au niveau des faux traitements. J'ai trouvé des vieilles publicités d'eau purifiée qui permettent de tuer la maladie, des sirops qui tuaient la grippe espagnole, même s'il n'y avait pas de traitement. Puis ça, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on refait l'erreur aujourd'hui. On entendait au début de la pandémie, buvez de l'eau chaude régulièrement, ça va tuer le virus dans votre gorge. C'est complètement faux, mais le problème, c'est que ça crée un genre de sentiment de sécurité pour le monde qui se disent « Ah, je peux contrôler la maladie » alors que c'est pas le cas. Donc, c'est une erreur du passé, celle-là qu'on est en train un peu de répéter. Et finalement, dans une moindre mesure. Dans une moindre mesure, tout à fait. Julien, tout ça et plus encore, ça se retrouve dans un reportage que tu as fait et qu'on va publier demain sur notre page Facebook et YouTube, c'est ça? Exactement, un reportage qu'on a filmé sur mon balcon pour respecter la T'es sorti de chez toi, donc. Je suis sorti de chez moi et j'ai vu des collègues en personne, ça a fait beaucoup de bien. Toi, tu joues dans Rad, hein? Ouais, je joue dans Rad, ouais. J'ai reconnu. Mais ouais, ça sort demain, Facebook, YouTube, on va partager ça et on vous invite à regarder pour avoir plus de détails sur ce dont je viens de parler. Merci beaucoup, Julien. Sur la scène internationale, ou en fait, sur la scène locale, plutôt, la grosse nouvelle de la semaine, concernant la COVID-19, c'est bien évidemment la situation plutôt inquiétante dans les CHSLD. La situation reste critique au Québec. François Legault parle même d'une urgence nationale. Sur la scène internationale, une des grosses nouvelles de la semaine, c'est la suspension de la contribution financière des États-Unis à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. J'en ai discuté un petit peu plus tôt aujourd'hui avec un spécialiste de l'action humanitaire. Donald Trump a annoncé mardi que les États-Unis suspendaient leur financement de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Le président américain blâme l'OMS pour sa gestion de la pandémie. Pour tenter de démêler tout ça, on en discute avec François Audet, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal de l'UQAM. Bonjour, M. Audet. Bonjour. D'abord, est-ce qu'on peut revenir un peu à la base, là?
c'est quoi l'Organisation mondiale de la santé? C'est une branche de l'ONU qui est destinée à aider les pays à atteindre le meilleur niveau de santé publique, mais concrètement, ça fait quoi? Oui, déjà l'OMS est né de la Deuxième Guerre mondiale, donc comme plusieurs agences onusiennes, donc des Nations Unies. L'Organisation mondiale de la santé a donc été créée avec comme mandat qui a évolué un peu au fil du temps, mais avec quand même toujours comme de mission ce qu'on pourrait peut-être résumer en étant une coopération médicale internationale. Donc s'assurer que il y a une forme de démocratisation dans les systèmes de santé du monde, que ça soit pas juste, par exemple, évidemment, les pays riches qui aient des bénéfices aux connaissances scientifiques et à l'accès à des médicaments, par exemple, et que tous les pays de la planète puissent aussi en bénéficier. Et un mandat, évidemment, plus récent est arrivé dans les dernières décennies, dans lequel on vit aujourd'hui d'ailleurs. C'est son rôle central, évidemment, pour agir comme première alerte ou premier répondant dans les cas d'épidémie. Donc, que ce soit pour l'Ebola, pour le choléra, le H1N1, le SARS et maintenant la COVID-19. Donc, c'est l'organisation qui est mandatée par les Nations Unies pour s'assurer qu'il y ait vraiment un leadership, une coordination de l'information médicale et un partage de cette information-là à l'ensemble des parties prenantes, donc à l'ensemble des États membres de l'OMS. Donc, c'est de la coordination, c'est du transfert d'informations d'un pays à l'autre, mais c'est pas de l'action concrète et directe sur le terrain. Oui, il peut en avoir évidemment. L'OMS, par exemple, a peu de probabilité de venir dans un pays comme le Canada à titre d'acteur terrain. Par contre, dans d'autres pays, on l'a vu avec l'Ebola en Afrique de l'Ouest il y a quelques années, en RDC même actuellement, dans des cas de choléra, ou même en Chine, lorsque justement a éclos cette épidémie de la COVID-19, l'OMS s'est rendu sur le terrain. Il y a d'innombrables chercheurs, des docteurs, des médecins, des épidémiologistes qui vont qui vont s'assurer de la validité de l'information qui est obtenue et éventuellement s'assurer que d'autres laboratoires puissent confirmer l'émergence ou non de nouvelles maladies et éventuellement fournir une aide aussi, effectivement, aux pays qui n'ont pas de capacité d'y répondre. Donald Trump blâme l'OMS pour sa mauvaise gestion de la pandémie, dit-il. Il affirme que l'OMS a diffusé des informations inexactes à propos du coronavirus. Est-ce qu'il a raison? Oui, il a raison. Il a raison des pointer du doigt. Il a raison d'être fâché, c'est même pas un bon terme. On a raison, en fait, de s'insurger de la manière dont le leadership de l'OMS s'est opéré depuis le début par rapport à cette crise-là. On pourra revenir peut-être aux enjeux politiques derrière, mais sur les faits, effectivement, notamment liés à ce que plusieurs appellent un état de proximité, en fait, entre les autorités chinoises et l'Organisation mondiale de la santé. Donc, l'OMS a été, je dirais, pas très coercitif, pas très directif vis-à-vis la Chine et nous a transmis donc au reste du monde tardivement et parfois un peu de manière erronée. On n'a qu'à penser à cette information qui est sortie autour du 14 janvier, comme de quoi, c'était libellé qui était, on a peu de preuves que le virus se transmettrait d'humain à humain. Alors, évidemment, c'est une information fondamentalement fausse. Donc, si l'OMS est, à tout le moins en partie, à blâmer pour sa gestion de la crise, est-ce que Donald Trump fait bien de retirer le financement des États-Unis à l'OMS? Absolument pas. Évidemment, je pense que la pire chose à faire, c'est de se retirer actuellement. On pourra de manière post-mortem, faire une évaluation de tout ça et d'accuser, faire des enquêtes pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de la négligence et d'identifier éventuellement des coupables, le cas échéant. Mais actuellement, on a besoin de l'OMS plus que jamais. C'est il faut se le dire, c'est la plus grande crise de l'humanité depuis probablement la Deuxième Guerre mondiale. On a une organisation centrale qui est là pour aider l'humanité à passer à travers, c'est l'OMS. La pire chose à faire, c'est de retirer nos ressources de l'OMS. Les États-Unis ont annoncé aujourd'hui, en fait, là, pas mal pendant qu'on se parle, que le G7 réclame une réforme de l'OMS. Est-ce que c'est avisé selon vous et quel changement devrait être apporté à l'OMS? Cette annonce-là qui survient pendant la pandémie est certainement
un message clair que le G7, donc les pays les plus influents, en tout cas la plupart dans l'OMS, veulent vraiment qu'il y ait un changement dans le leadership, ça c'est certain. François Audet, merci de votre présence à Distanciation sociale. Ça me fait plaisir. Arnaud Soli, humoriste, improvisateur, flûtiste nasal. Oui, J'allais dire naval. On va recommencer ça. J'ai déjà joué de la flûte dans un bateau. Fait que... Ah, bon, ben ça marche aussi. Arnaud, depuis le début du confinement, tu fais des directs sur Instagram à chaque soir du lundi au jeudi. Au début, tu as fait du doublage de vieilles émissions de télé. Et là, tu te concentres sur des personnages. Tu campes à chaque soir un personnage fictif différent. Ça donne à peu près 1 heure d'improvisation. Écoute, Arnaud, je sais que tu as un jeune enfant né il n'y a pas si longtemps que ça. Tu aurais pu profiter du confinement pour rester tranquille à la maison. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans une aventure aussi exigeante? Mais j'en profite, je suis presque toujours avec ma jeune Romane. Je fais 1 heure par jour d'impro dans mon studio. C'est pas tant que ça. Aucune préparation. Je mets ma perruque. Les gens, je pense que ça semble être beaucoup de travail parce qu'après ça, je partage des clips, tout ça, des capsules, puis je continue à être actif sur les réseaux sociaux, mais la vérité, c'est que je profite quand même bien de mon confinement pour passer du temps de qualité avec ma famille. Puis, mais j'ai ce moment-là où est-ce que j'improvise en direct sur Internet, il me fait du bien, étant donné que je suis privé de la scène, puis que moi, je devais lancer mon one-man show le 7 avril dernier, puis on était en pleine lancée de spectacle. Ben, on dirait que je substitue un petit peu ce côté-là de création sur scène, mais là, je le substitue avec quelque chose sur Internet, puis ça me fait vraiment du bien. Il y a Brian, le téléphoniste du 811. Bienvenue 811, Brian d'InfoSanté. On est là toute la nuit, prendre vos appels, vous diagnostiquer. Il y a Mario Moreau, le commentateur sportif. La semaine prochaine, quel sport tu nous parles? La semaine prochaine, je vous parle du cheese rolling. Ça, c'est du monde qui lance une meule de fromage dans une côte puis qui court après. Ils sont à peu près 100. C'est un maudit sport, ça, Mario. Il y a la tireuse de tarot. Il y a Joanne, la fée des dents. Moi, je suis une travailleuse de l'ombre puis j'ai jamais fait ce métier-là pour de l'attention, rien. Il y a le conspirationniste. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, reptilienne notoire. Quand on change les lettres de son nom, on comprend que c'est un anagramme. Son vrai nom, Reptile Naval. Est-ce que tu en as un préféré dans le groupe? J'ai un personnage qui s'appelle Antonio, qui est un caricaturiste vulgaire. Donc, il dessine les gens en les insultant de manière assez frontale. Donc, ça, c'est pas pour les enfants. Là, je vais être franc avec vous, c'est assez cru. Allez, amenez-moi quelqu'un qui a pas trop l'air de s'être fait défoncer la gueule. On continue, je suis là toute la soirée, puis je vais jamais m'arrêter. Je dessine jusqu'à ce que je meure. Ça, il y a un plaisir assez grand à faire ça parce qu'on dirait que c'est comme défoulant d'insulter des inconnus de manière évidemment consentante. Les gens qui se prêtent à l'exercice sont tout à fait prêts à se faire insulter. Donc, lui, j'ai un plaisir à le faire, mais j'aime, comme tu disais, j'en ai beaucoup, puis j'aime la liberté que je peux avoir à changer de personnage, puis je réponds à personne. Là, c'est moi qui décide qu'est-ce que je fais. Donc, cette liberté-là est très grisante. Justement, je pense que je vois ton pad de dessin derrière. Moi, j'ai eu ma belle chemise. Je sais pas si tu pourrais dessiner ma petite gueule de merde tantôt ou quelque chose. Facilement dessiner ton gros pif de merde. C'est de naze. Ouais. Comment ils naissent, ces personnages-là, Arnaud? J'ai un bac à perruque, pour être bien franc. Donc, souvent, je vais partir du cheveu. Mais j'essaie de trouver des personnages qui peuvent offrir une potentielle interaction avec le public. Tu sais, sur Instagram, la fonctionnalité du direct me permet d'aller accueillir en duplex là, un invité. Donc, que ce soit un ami humoriste qui veut venir improviser avec moi ou quelqu'un du public. Donc, j'essaie de penser à mes personnages toujours dans l'idée de la ligne ouverte. Donc, l'infosanté, où est-ce que je prends des symptômes, je diagnostique, la diseuse de Bonaventure, le caricaturiste. Donc, les personnages sont souvent axés sur un échange social avec soit des inconnus ou des amis. Ouais. Puis tu dis c'est 1 heure par jour, il n'y a pas vraiment de travail, mais bon, il faut quand même que tu élabores le personnage, le costume, un peu son accent, son ton. Puis je dirais même qu'il y a une recherche de champ lexical, là. Tu sais, je t'écoutais avec ton caricaturiste, puis j'étais comme, il faut qu'il pense dans la journée à une liste d'insultes, là, pour pas se répéter trop vite, là.
Ben, c'est-à-dire que oui, il y a toujours un travail en amont, en création, où est-ce que mon cerveau il est toujours en train un petit peu de formater ou de se préparer à certaines choses. Donc ça c'est correct. Mais de toute manière, ma fille, elle a 5 mois. Fait que je m'assois devant elle, puis je bouge le hochet, puis ça me laisse du temps quand même dans ma tête. Mais moi, j'ai toujours fait de l'improvisation. C'est mon premier amour. Ça fait plus que 15 ans que j'improvise. Donc, ça va chercher, c'est sûr que ça va chercher dans différentes zones de création. On va puiser à l'intérieur de soi, justement, différents champs lexicaux, mais j'essaie de ne pas trop me préparer parce que, un, je suis paresseux, et deux, parce que je veux garder, j'aime vraiment le côté spontané. Je veux pas que les gens sentent que ils viennent voir quelque chose de structuré, préparé. J'aime le chaos du live où est-ce que je ne sais pas qui s'en vient, où est-ce que je tombe dans une espèce de flow de verbomoteur. Puis il y a quelque chose qui me plaît de ça. C'est un exercice qui est très énergivore sur le moment, mais qui me fait beaucoup de bien. Puis il y a une espèce d'effet de communauté qui se crée. Les gens m'écrivent, les gens participent. Il y a des personnages développent des histoires, il y a des gens du public qui deviennent des espèces de running gags, il y a une mythologie qui se crée autour de ces personnages-là tranquillement, puis ça, c'est bien plaisant. Ouais. Tu fais pas d'humour politique nécessairement à base, mais ton dernier personnage, le conspirationniste, il y a certainement, là, c'est dur de pas voir la critique sociale. Ouais, je veux dire, dans les commentaires, ça a fait beaucoup rire, mais ça en a irrité quelques-uns qu'on pourrait qualifier de sceptiques de l'information traditionnelle. Est-ce que comment tu vis ça de verser dans la critique sociale? Ben, moi, j'ai les vidéos en ce moment qui circulent, il y en a plein, puis il y a tout un spectre de nuances puis de positions, puis je suis pas de nature disons que je suis quelqu'un de curieux, puis j'aime varier mes sources. Mais en ce moment, c'est de la santé publique. Les experts, les scientifiques, les médecins s'entendent pas mal pour dire que le virus, il est dangereux. Puis de voir des gens, des conspirationnistes, souvent passer des messages extrêmement dangereux, de prendre non seulement pas ça au sérieux, mais d'insinuer que c'est l'OMS ou Bill Gates qui veut nous contrôler via des vaccins, ça tient tellement pas la route que, ben, au début, ma première émotion, c'est ça me fâche quand je vois ça, parce que je vois qu'il y a des milliers de gens qui croient à ça puis qui partagent la désinformation. Mais moi, après ça, mon médium pour contrer ça, ou en tout cas le critiquer, mais c'est de le parodier puis de le pousser à un extrême, parce que souvent, les vidéos de conspiration, ils ont pas vraiment de source, tu sais. Ils font juste essayer de traficoter des chiffres pour créer des évidences. Fait que j'ai essayé de prendre cette idée-là de faire dire n'importe quoi à des chiffres pour en faire de l'humour. Mais oui, en effet, il y a une critique, évidemment, derrière ça. Mm-hmm. Sinon, personnellement, comment tu vis la crise? Est-ce que tu as des peurs, des craintes? Est-ce que tu as des interrogations? Je pense, comme tout le monde, j'ai beaucoup de peur En fait, je pense que le fait qu'on n'a pas de date de tomber sur cette crise-là, ça rend ça bien anxiogène. On a des scénarios qui nous parlent d'un retour à la normale éventuel, peut-être à l'automne, mais encore là, ça va être graduel. Les salles de spectacle, est-ce que ça va... si ça réouvre, est-ce que ça va être à 2 mètres de distance? Tout ça, donc, moi, de manière concrète puis égoïste, en tout cas, c'est sûr que ça me tourmente. D'un point de vue plus général, plus collectif, j'ai peur que ben des petits commerces, des institutions culturelles, des salles de spectacle, des compagnies de théâtre n'arrivent pas à survivre ça, parce que oui, c'est beau, en ce moment, on a un filet social, l'État aide financièrement à compenser les gens qui ne peuvent pas travailler, mais combien de temps ça va durer? Puis est-ce que les entreprises culturelles vont être capables de s'en remettre? Certainement pas toutes. Et c'est souvent les petits joueurs qui vont être plus affectés. Donc, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens en ce moment moi, je pense juste à ma mère qui est musicienne. Elle s'appelle Geneviève Soli, puis elle a une compagnie de musique baroque. Puis bon, c'est déjà pas l'affaire la plus populaire, la musique baroque. Ben, enlève les revenus pendant 6 mois, puis ils savent pas s'ils vont passer au travers. Donc, Arnaud, je te remercie de ta présence. Merci d'être passé à Distanciation sociale. Ce soir, tu vas être en direct toujours à 22h sur Instagram. Et à quel personnage est-ce qu'on aura droit?
Je peux vous dire en potin que ça va être Jean-Daniel, le potineux. Donc, ça va être un spécial tapis rouge showbiz. Je vais essayer d'aller soutirer des potins à des vedettes. Je veux tout savoir si Charles Lafortune a des allergies. Je veux savoir si n'importe quoi. Si Ariane Moffat a déjà fumé du pot. Donc, c'est une nouveauté, là. C'est un nouveau personnage ce soir. Oui, il est tout frais. Là. J'y ai pensé un matin. Donc, Jean-Daniel, potineux, paparazzi showbiz. Merveilleux. Ben, Arnaud, tu repasses quand tu veux pour nous livrer d'ailleurs tous les potins du showbiz. Ça serait bien apprécié. Ouais. Merci Arnaud. Merci à toute l'équipe devant et derrière la caméra. Jean-Philippe Gagnon au montage et à la réalisation. Merci à Pascal Aristune-Julien au pupitre de distanciation sociale. Merci à vous à la maison. Continuez de nous écrire quand vous avez des questions, quand vous avez des commentaires. On aime ça vous lire. Ouais. Ben écoute, merci. Puis good job, sérieux, man. C'est vraiment drôle. Gros plaisir. Merci à vous autres. À bientôt. Bye bye. Take care. À la prochaine. Bye bye. T'as pas de Marie. Marie, tu pars quand tu veux. Et puis au niveau de ton collier, ben, j'ai pas de collier. On va vivre avec ton collier, Marie. Non, moi j'aime ça. Peut-être que ça un peu prendra un collier. Je vais essayer d'arrêter de. Je vais arrêter de poser la question, Ali, puis je vais arrêter de. Mais moi, j'adore ton collier, Marie. Merci. J'en porte tout le temps. Parfait.